Allez, allez, plus vite! Quand l'ouvrière dit autrefois on tricotait le travail, maintenant on tricote les ouvrières, elle raconte bien comment l'espace de délibération, qui était un espace improvisé, un peu autour de la tasse de café, le matin en arrivant, comment tu te débrouilles toi avec ces pots-là, comment tu fais pour fermer si vite, le cadre de carton autour, comment tu fais pour pas t'emmêler les pinceaux, enfin, tous les savoir-faire qui se transmettaient comme ça de manière informelle, tous ces temps de délibération du travail ont disparu. Moi, je pense qu'on ne peut pas pour autant dire qu'aucune forme d'organisation du travail ne viendra à bout de la liberté de penser. Et qu'en tout cas, les chaînes ne pourraient pas fonctionner si les ouvriers n'y mettaient pas encore du savoir-faire, du zèle, de l'inventivité personnelle. Peut-être que l'idéologie la plus effrayante, c'est celle qui consiste à penser nous avons prescrit le travail et donc l'ouvrier a les moyens de l'exécuter. C'est faux, c'est faux. La prescription qui tombe encore une fois du bureau des méthodes, elle ne rend absolument pas compte de la rencontre entre le réel et la prescription. Et c'est dans cette marge que l'ouvrier probablement ou le salarié est ramené à la convocation de la souffrance, mais qu'il est aussi ramené à la convocation de son inventivité personnelle. Qu'est-ce qu'il va pouvoir trouver charnellement, corporellement, psychiquement, pour que ça soit supportable, et surtout pour que le travail se fasse. Je pense que tout le monde va tous les jours au travail en se disant il faut que le travail se fasse. L'engagement éthique est probablement encore plus fort maintenant, que chaque ouvrier s'en débrouille avec son fonctionnement fantasmatique à lui. Il y a sûrement l'ouvrier sur la chaîne de l'atelier agroalimentaire qui coupe l'aileron gauche du poulet toute la journée et qui probablement va se stimuler sur le plan sensoriel avec un Walkman puisqu'ils sont autorisés. Il y a la femme qui va réfléchir à l'organisation du repas du soir. Et puis il y a probablement aussi les moments d'absence où le corps va fonctionner comme ça, un peu à vide. Alors, il est évident que ce type de travail, ce type d'organisation du travail aplatit le fonctionnement mental. Et qu'on peut se demander comment l'ouvrier s'en débrouille. L'ouvrier, il n'est pas construit sans imaginaire, et est-ce qu'il le dépose dans son casier lorsqu'il enfile sa blouse et sa charlotte dans l'entrée de l'atelier? Sûrement pas. Qu'est-ce qu'il doit convoquer comme défense personnelle? Il faut trouver les ramifications. Je me souviens de cette DRH qui s'étonnait que dans son usine d'expédition de paquets, il y ait des courses, un peu sur le mode des courses de chars romains, dans le grand atelier. Et chaque manutentionnaire, avec son petit appareil motorisé, faisait la course. Et donc elle disait, je suis obligée de les sanctionner parce qu'ils font la course et que c'est dangereux. Et on avait mis du temps à lui faire comprendre que la répétitivité, l'ennui qui se dégageait du fait d'empaqueter des livres dans des cartons et d'envelopper tout ça de papier brun et puis de mettre tout ça sur un engin motorisé pour l'emmener à l'expédition était tellement ennuyeux que finalement ces salariés avaient inventé le système de la course de chars pour redonner un peu de motricité inventive à leur travail, et que les stratégies collectives que les ouvriers sont capables d'inventer pour tenir la souffrance ou l'usure mentale que leur impose un travail répétitif sont infinies. Elles sont souvent assez estampillées par rapport à un collectif, un donné, un type de travail. On sait que dans le BTP, par exemple, les stratégies collectives, elles tournent autour de la convocation de la virilité, puisqu'il s'agit au fond de ne pas avoir peur d'aller sur l'échafaudage, malgré toutes les campagnes de sécurité qui ont pu être faites, nier la peur, dire qu'il n'y a pas de danger à grimper sur un échafaudage alors qu'on a pu voir un copain un mois auparavant tomber et se tuer entre deux tiges d'acier, ça nécessite de mettre en place non pas des défenses individuelles, mais encore une fois des défenses collectives. Là, le fonctionnement collectif est à ce moment-là extrêmement précieux. Il s'agit bien tous ensemble de dire qu'il n'y a pas de danger,
que même s'il y en a, de toute façon, on est des hommes, on est des costauds, et on sait affronter tout ça. Non seulement on le sait, mais on va inventer des concours, on va être dans la rivalité, on va montrer à l'autre qu'on peut grimper à l'échafaudage sans la ceinture. Il faut se souvenir de ces photos extraordinaires des ouvriers sur les poutrelles d'acier, sur les gratte-ciel à New York, en train de faire leur pause déjeuner. C'est quoi ça? C'est pour montrer qu'ils n'ont pas peur de la mort. C'est une... je vous fais la nique et je vous montre ce que je suis capable de faire. Non, c'est bien plus que ça. C'est la démonstration absolue que pour tenir ce type de travail, c'est-à-dire travailler comme une ballerine à des centaines de mètres de hauteur, visser des boulons, encastrer des poutres d'acier les unes dans les autres, comme si c'était un espace à ras du sol, en conservant le même repérage dans l'espace euclidien, eh bien pour cela, il faut dénier qu'on est à cette hauteur-là et qu'on risque de tomber. Le fait qu'on ne construise plus d'équipe de travail autour d'un projet de travail, c'est quand même aussi la perte de toute création collective. Autour de quoi va-t-on se réunir? Autour de sociétés de défense du consommateur, autour de sociétés de défense des drames qui surviennent dans nos vies? Est-ce qu'il n'y aura plus que la position de résistance en tant que victime qui va permettre de s'ancrer socialement et d'avoir une identité? C'est un peu ça que donnent à voir les médias ou les histoires individuelles dont on nous inonde. Que, au fond, ça n'est plus le travail qui, encore une fois, va permettre de souder des groupes. Et ça, c'est embêtant parce que le travail permettait quand même de mobiliser la représentation syndicale, donc la défense des droits élémentaires, la défense de l'exécution du travail dans de bonnes conditions physiques et psychiques. Donc c'est une forme de régulation de la manière dont on fait travailler les hommes et les femmes qui est en train de disparaître. La baisse de la syndicalisation dans ce pays est un symptôme, au même titre que l'augmentation du travail intérimaire. La manière dont le travail est organisé casse les collectifs de travail, des membres géographiquement, les différents pans de l'activité de travail, ce qui permet d'éloigner les équipes les unes des autres. Quand on est éloigné les uns des autres, on est beaucoup moins fort, on est moins solidaire, on est renvoyé à du chacun pour soi. Et là, du coup, non seulement le travail, quelquefois, n'a plus de sens dans la manière dont il est prescrit, mais surtout, on est renvoyé à une solitude majeure pour l'exécuter. À qui demander conseil, vers qui se tourner quand on cale sur l'exécution du geste de travail. Même dans l'atelier, les ouvrières, qui sont quelquefois 300, 400, peuvent dire ça. Que dans ce bruit-là, dans cet entassement-là, elles sont quand même dans une immense solitude parce que la solitude est majeure pour tout le monde et la solidarité a disparu. Vous voyez, j'ai fait une confusion, les deux mots commencent de la même manière. Solitude et solidarité. Now.